Quand vous voyagez, est-ce que vous éprouvez de l'intérêt, de la curiosité, voire de l'empathie pour la faune locale ? L'observation des animaux a souvent pimenté mes voyages, elle les a même parfois motivés. Safari en Afrique, observation des baleines au Canada, expédition dans le Grand Nord sur la piste des ours polaires. Mon album souvenir se donne des allures de jardin zoologique. Je vous y emmène ? L'un de mes souvenirs les plus anciens relatifs au monde des animaux remonte à mon adolescence. Premier voyage sans la famille jusqu'en Grèce. Je pose mes valises à Tolone, un petit village proche de Nauplie, pour ceux qui connaissent, et je m'empresse d'aller nager. Je remarque à 300 mètres du rivage une toute petite île surmontée d'une toute petite chapelle, et je me dis que si j'en ai le courage, un jour je nagerai jusqu'à cet endroit pour visiter ce minuscule sanctuaire. Première nuit passée dans ma petite auberge, sommeil difficile à trouver parce qu'un bruit étrange provient justement de cet îlot. Mais je n'arrive pas vraiment à l'identifier. Pareil la deuxième nuit. Enfin la troisième nuit et les suivantes, silence. Je m'interroge lorsque je rencontre les habitants du lieu et je leur dis « J'ai entendu quelque chose de bizarre l'autre jour qui venait de cet îlot. » On me dit « Oui, monsieur. Vous savez, ici en Grèce, nous ne sommes pas très courageux lorsqu'il s'agit d'achever un animal qui arrive au bout de son âge ou qui est malade. Donc le propriétaire de cet âne, parce que c'est un âne que vous avez entendu, l'a simplement déposé sur cet îlot et a confié ses dernières heures à la nature. Comme il fait très chaud, vous imaginez que la déshydratation n'a pas tardé à faire son travail. » Voilà le genre de souvenir qui n'est pas la plus belle image qu'on peut ramener d'un séjour à l'étranger. J'en ai une autre par association d'idées. Alors ça se passait en Sardaigne. Un soir, je me balade dans un petit village et sur la place publique, je vois des enfants qui attachent un fil à la patte d'un oiseau, bien vivant. Et ensuite, ils le font tourner sur leur tête jusqu'à ce que l'oiseau s'épuise, sous le regard amusé de tous les habitants du lieu et des familles sur les balcons qui applaudissent ce spectacle si mignon. Avez-vous déjà participé à un rallye automobile ? Vous savez, ces compétitions où on vous donne des points et où vous pouvez remporter un trophée si vous avez réussi à résoudre quelques énigmes ou si vous avez fait preuve de vos talents de bon conducteur. Eh bien, savez-vous qu'il existe l'équivalent dans les airs ? Oui, un rallye aérien. Et ça se passe au Canada. J'y étais associé il y a quelques années et c'était une expérience assez extraordinaire parce que durant une semaine, j'ai pu parcourir de grandes distances en accompagnant chaque jour l'un des concurrents à bord de son appareil pour une étape. Alors ces appareils, il faut vous imaginer des choses un peu bizarres. Certains ressemblaient à des compromis entre un hélicoptère et un planeur, souvent des machines fabriquées par leurs propriétaires, éminents bricoleurs, et évidemment agréés par les instances officielles de l'aviation canadienne. Lors de l'une de ces étapes, je monte à bord d'un hydravion, piloté par un charmant monsieur, Gilbert, qui était un bon vivant d'ailleurs. Il me raconte qu'il faisait partie d'un club du 7e ciel. Il faut comprendre que c'est un club de tous ceux qui ont vécu la bagatelle à plus de je ne sais plus combien de pieds de haut. Bref, il avait emmené certaines partenaires au 7e ciel. Donc, nous survolons les vastes espaces du Canada profond, des forêts à n'en plus finir, imbriquées dans des lacs, une sorte de puzzle de vert et de bleu magnifique.
Au bout d'un moment, le temps se couvre un peu, alors première inquiétude, j'ai l'impression, bien que je ne connaisse pas grand-chose au pilotage, que Gilbert a quelques problèmes d'orientation. Il a même des difficultés avec sa radio. Et au bout d'un moment, il me dit oh là là, c'est pas une bonne température. Oui, ça veut dire c'est pas une bonne météo. Et puis en plus, j'ai un problème technique. Gilbert finit par identifier un petit bourg qui s'appelle Amos, perdu au milieu de nulle part, mais qui a une piste d'aérodrome. Donc on s'y pose sans trop de problème, juste assez tôt d'ailleurs parce que l'aiguille marquant le contenu du réservoir commençait à baisser dangereusement. Et là, c'était peut-être 10 heures du matin, Gilbert me dit « Ben mon vieux, il va falloir faire venir une pièce que je dois changer dans le moteur, etc. » Bon, d'accord, donc problème technique j'ai compris, réparation en vue, mais ça va prendre combien de temps? Il me dit « Oh, 6 ou 7 heures. » 6 ou 7 heures? Et vous me dites ça à moi qui suis un hyperactif et qui s'ennuie dès qu'il n'y a rien d'inscrit au programme? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici à Amos, au milieu de nulle part, pendant 6 ou 7 heures? J'avais mon magnéto pour réaliser des reportages pour la radio et je me dis, bon, ben, autant essayer de trouver quelque chose. Sait-on jamais, peut-être qu'avec un peu de chance. Alors je me dirige vers la Grand Rue, une de ces grandes rues comme dans les westerns, vous savez, en dehors desquelles il n'y a pas grand-chose, donc l'avenue bordée de quelques boutiques, j'entre dans l'une d'elles et je demande aux gens du lieu s'ils connaissent quelqu'un d'intéressant à Amos. Ils trouvent ma question un peu bizarre, mais pourquoi est-ce que vous cherchez quelqu'un d'intéressant à Amos? Je leur dis que je suis journaliste, que j'effectue des reportages et que pour la radio suisse, il me plairait de rencontrer quelqu'un de sympathique. Quelqu'un, tout d'un coup, dans la boutique a une idée et me dit « Ben, vous devriez aller voir l'homme qui parle au loup. » L'homme qui parle au loup? Oui, Michel Pajot. Alors, je suis l'itinéraire qu'on m'a griffonné sur un petit papier. Au bout de la rue principale, s'aventurer un peu à travers les champs, prendre un chemin à droite, un autre à gauche, jusqu'à ce qu'on tombe sur une propriété grillagée. Où est la propriété grillagée? Ah, ben ça pourrait bien être ça. Et à travers le grillage, je vois ce qui ressemble à un petit parc zoologique avec des cages, des bébés castors, des louveteaux, des oursons, etc. Et donc, je suppose que c'est la demeure de l'homme qui parle au loup. Confirmation lorsque je passe le portail. Il y a un monsieur, mais alors une stature comme on imagine les Québécois, hein, les bûcherons québécois. Il me dépasse de 3 têtes, il a une grosse barbe grise, il a une casquette, une chemise à carreaux, on ne peut pas faire plus cliché. Vous cherchez quelque chose? Ben, je dis oui monsieur, l'homme qui parle au loup. Eh ben vous l'avez en face de vous. C'était Michel Pajot. D'accord. Alors monsieur, je me présente, je suis un journaliste suisse et on m'a dit que vous étiez un personnage intéressant à Amos. Oh 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 oh, dit-il. Oui. Et il me raconte que tous ces animaux sont ses protégés. Ah oui, ça j'avais pu évidemment l'imaginer, mais comment se fait-il qu'ils sont tous là dans ce petit zoo du bout du monde? Alors Michel Pajot commence à m'expliquer que quand il était gosse, il n'était pas vraiment... Ah oui, gosse, il faut faire attention au Québec, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire ici. Bon, les initiés comprendront. Bref, quand il était petit, il n'était pas très bon élève à l'école. Et donc, il a quitté assez vite les bancs scolaires pour devenir un élève de la nature et de la forêt. Alors, il y a appris beaucoup de choses. Tout ce que tant de gens ignorent. Comment pister tel ou tel animal sauvage, quelles étaient les mœurs et les coutumes des castors ou des ours, justement. Et assez rapidement, il a acquis assez d'expérience pour pouvoir gagner quelques sous en guidant les chasseurs sur la piste de la faune sauvage. Pendant des années, il a exercé cette activité jusqu'à ce qu'il change complètement son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et qu'il devienne un ardent opposé à la chasse. Ça ne l'a pas empêché de continuer à accompagner les chasseurs dans leur virée, mais cette fois-ci pour un autre but, c'est-à-dire recueillir les orphelins qu'ils laissaient derrière eux en ayant tué le papa, la maman ou les deux de tel ou tel animal qui était livré à lui-même et souvent à la mort. Donc Michel Pajot a constitué petit à petit sa collection d'orphelins, tous plus adorables les uns que les autres. Je lui dis quelle est la finalité de tout ça? Il me dit, eh bien évidemment, de les rendre à leur milieu naturel.
Mais je dois faire très attention parce que vous savez, lorsqu'un animal sauvage a reçu l'empreinte de l'homme, il est beaucoup plus fragile lorsqu'on le rend dans son biotope. Donc, je dois parfois avoir une attitude assez agressive avec eux pour leur apprendre à se méfier du genre humain. Oui, mais alors venons-en maintenant à votre surnom, l'homme qui parle au loup. Ah, ça c'est encore une autre histoire. Bon, d'accord, vous m'expliquez? Eh ben, viens. Je viens avec mon micro, mon magnétophone, et je suis Michel Pajot le long d'un chemin assez long qui nous amène à une clairière. Et là, Michel me dit sors ton micro. Je m'exécute, et lui, il porte les mains à son visage, et il fait ouh, ouh. Silence. Je lui dis et alors? Il dit pchit. Et 15 secondes après, dans les vastes espaces du Canada, j'entends ouh, ouh, toute une meute qui lui répond. Il me dit tu veux essayer? Je dis oui, qu'est-ce que vous avez dit? Ouh, oui, oui, ouh. Et j'y vais. Ouh, ouh, ouh. Et là, je fais chou blanc. Aucun loup ne me répond. J'avais donc bien affaire au spécialiste. Il me le confirme en me disant que lorsqu'un animal est mourant, pour une raison ou une autre, il a juste quelques secondes, lui, Michel, pour se pencher sur sa pupille, et il m'assure qu'il peut lire le message de l'animal avant son dernier souffle. Alors, on reprend le chemin du refuge, il me raconte plein d'histoires encore, et je lui dis « Michel, parmi tous ces protégés, est-ce que vous avez un préféré ?» Il me dit « Oh, oui, j'en ai eu une surtout. » « Une préférée ?»« Oui, je l'avais appelée Aglaé. » Et qui était Aglaé ? Un orignal, une femelle orignal. Vous savez, ces cervidés immenses du Canada, quand on est debout, notre tête arrive à peu près à leur bas-ventre, c'est vous dire leur taille. Et donc c'était l'une de ces grosses bébêtes qui était la préférée de Michel, Aglaé. Après l'avoir rendue à la liberté, puisqu'il l'avait recueillie bébé, il avait convenu avec Aglaé d'un rendez-vous quotidien à une heure donnée, en fin d'après-midi, dans un coin de forêt qu'eux seuls connaissaient. C'était comme une sorte de rendez-vous amoureux où ils se retrouvaient tous les jours. Michel était si attaché à Aglaé qu'il l'a ainsi retrouvé pendant des années. Des années, oui, parce que le temps a passé. Et un jour, me dit Michel, je vais au rendez-vous, et là je vois mon Aglaé en perte d'équilibre. Elle vacillait sur ses pattes. Je me dis, ouh, ça c'est pas bon. C'est pas bon, là elle est au bout de son âge. Et cette supposition était confirmée par la présence de rapaces qui tournaient déjà en dessus de la forêt, en attendant leur heure. Michel s'est dit, oh je vais pas la laisser souffrir. Elle a sûrement quelque chose de douloureux, elle ne va pas bien du tout. Je vais retourner à la maison. Ce qu'il fait, Michel ne me dit pas ce qu'il va chercher à la maison. Il est pudique, mais je le devine bien. Il revient avec un fusil ou une carabine. Et la mort dans l'âme, il fait ce qu'il doit faire pour soulager les souffrances de son Aglaé. Et juste avant le dernier souffle de l'animal, il se penche comme il avait coutume de le faire sur sa pupille, et comme pour se faire pardonner, il lui dit « Aglaé, ma chérie, je te promets que dans une autre vie, je saurai te reconnaître. » Et là, il effectue un immense détour pour retourner jusqu'à sa maison. Pourquoi un si long détour ? Parce qu'il avait les yeux rougis et il ne voulait pas que sa femme s'en aperçoive. La femme en question était sur le perron. Voyant arriver Michel au loin, elle lui crie « Michel, Michel, viens vite, on a besoin de toi !» Qu'est-ce qui se passe à cette heure ? À peine a-t-il déposé son arme que sa femme lui dit de vite courir du côté de l'écurie. Il y a une femelle orignale qui a du mal à mettre bas. Michel s'exécute. Il a des dons de vétérinaire aussi ou des connaissances. Il sait ce qu'il faut faire pour faciliter la mise bas de ce bébé orignal. Et au bout d'un moment, il constate que c'est une ravissante petite femelle qui vient de naître. Il se penche vers elle et il lui dit « Ah, mais tu vois, Aglaé, on s'est déjà retrouvés. »